bonjour à tous. Juste en entendant le témoignage ici présent, je me rappelais d'une phrase que j'avais lue une fois dans un bouquin américain qui disait « The only one who wants change is a wet baby ». Et je trouve ça intéressant à méditer. Donc je suis heureux d'être avec Jean Bran et Raphaël pour parler de cette notion d'agilité qui est souvent associée et qu'on relie à la notion de digital transformation justement. On va essayer de vous donner un éclairage sur cette notion d'agilité avec deux approches différentes, celle qui est menée aujourd'hui par Eliar Entreprises et celle qui est menée aujourd'hui par la Digital Factory que pilote Jean Bran. Alors quand je dis éclairage, il se trouve qu'on vient de sortir notre deuxième baromètre, Juliet Starwen, sur le Digital Workplace. Et un des résultats qui nous a beaucoup marqué, c'est que sur la notion d'agilité, on a posé la question à 1300 collaborateurs de grandes entreprises et de PME et ETI sur ce qu'ils entendaient ce qu'ils comprenaient par la notion d'agilité. Et figurez-vous que 80% des collaborateurs ne comprennent pas ou n'ont jamais entendu parler de cette notion d'agilité. Donc ça prouve que nous, tous ensemble dans cette salle, nous avons quand même des grands progrès à faire. Donc première question peut-être pour Jean Bran et Raphaël. Comment vous définissez cette notion d'agilité et surtout quel a été l'objectif de la mission qu'on vous a confiée par rapport à cette notion d'agilité que vous avez dû promouvoir dans votre organisation? Jean Bran peut-être? Bonjour à tous. Alors, je propose de vous donner quelques éléments de contexte pour porter mon témoignage. Il y a 2 ans, Jean-Christophe Lessy, patron de l'informatique de Veolia, m'a demandé de monter la Digital Factory. Ça répondait à 2 besoins. Le premier, de fournir des services cloud. Et le second, c'était aussi de construire une petite équipe de développeurs internes qui était rompu à toutes les technologies digitales. Lorsque j'ai commencé il y a 2 ans, en fait, j'avais 3 défis à adresser. Le premier, c'est que les demandes digitales me parvenaient de tous bords, étaient absolument pas structurées, pas de cahier des charges, et étaient imprédictibles. En plus, associées à un sentiment d'urgence continuellement. Le deuxième, c'est que je devais recollaborer avec les clients internes justement sur ces sujets digitaux. Et le troisième, c'est que les équipes organisationnelles en place étaient très silotées et pas du tout adaptées au digital. C'est là que s'est imposée l'agilité. Alors, l'agilité, c'est des pratiques. En quelques mots, juste pour vous donner ce qu'on a fait, donc on a remis le dialogue face à face avec les clients, on a mis de l'auto-organisation, on a mis en place des cycles courts, on a fait des pratiques agiles à peu près classiques. Moi, je vous dirais que, en fait, l'agilité, c'est pas la réponse complète à la mise en place d'une équipe digitale. Dans la culture digitale, il y a aussi la culture de la mesure, il y a aussi le DevOps, il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le FinOps, il y a aussi supporter l'utilisateur dans la gestion des changements continus. Donc il y a beaucoup de choses en plus de l'agilité qu'il faut emmener lorsqu'on veut monter une équipe digitale. Alors pour revenir sur l'agilité tout de même, ce qu'on a mis en place, en fait, c'est un changement, à mon niveau, des méthodes de management des ressources. On a créé des petites équipes. J'ai supprimé des méthodes de management verticales, comme le directeur que j'étais. J'ai supprimé aussi l'essentiel des fonctionnements des chefs de projet au profit de nouveaux rôles qu'on appelle des product owners. Et en tant que manager, j'ai passé beaucoup plus de temps à supporter l'équipe qu'à la diriger. Voilà. Et pour illustrer en quelques mots, ce que je disais à mon équipe assez régulièrement, pour expliquer qu'est-ce que l'agilité, je leur dis, par exemple, prenons dans le monde animal, qu'est-ce qui est agile? Un singe, un bouquetin, qu'est-ce que ça fait? Ça va très très vite, sans effort, et dans un milieu qui est hostile. Et là, je me suis inspiré ces dernières 2 années, beaucoup des gens du web. Belle définition de cette agilité. Raphaël, chez Eliar Entreprises, 9000 collaborateurs répartis sur toute la France.
Comment on insuffle justement, et quelle était cette mission justement? En fait, alors même chose, à peu près dans la période, il y a 2 ans et demi, sous l'impulsion de Philippe Salle, un grand plan de transformation du groupe Monde a été mis en place. Tout le monde est parti très vite au niveau de la direction, et puis assez rapidement, en fait, dans un groupe qui, en 10 ans, est passé de 60 000 collaborateurs à 120 000, avec une success story et une adhésion des équipes. Tout d'un coup, on a tout transformé. Et la direction a été très vite, et on s'est rendu compte qu'on avait un phénomène de Z, en fait. C'est-à-dire que là-haut, ça bougeait très vite. Et puis sur le terrain, on était resté au même niveau. On n'avait même pas démarré la courbe de deuil, quelquefois. Et on s'est dit, comment on y va? Parce que là, ça ralentit tout, et c'était même très anxiogène, en fait. D'où l'idée de mettre en place la transformation. Et clairement, l'agilité, l'objectif, c'était de mettre en face le terrain, donc notre client interne, celui qui est en face du client, en phase avec le projet, en fait. Et toute la transformation s'est basée sur ce créneau. À partir de la direction, où on a monté un projet, une adaptation de cette transformation, comment l'adapter au terrain, le diffuser au niveau d'un codir élargi, et puis petit à petit, on l'a abondé, on l'a transformé, et on a fait adhérer l'ensemble des équipes autour de ce projet pour le porter de façon commune. Et en travaillant sur quelle était l'habitude qu'il fallait changer pour pouvoir y arriver, et autour de la qui habite, c'est-à-dire quelque chose qu'il allait solidariser ou être commun à l'ensemble de la direction, du middle management et du terrain. Et qui habite, qui est un concept sur lequel, qui permet de fédérer effectivement toute une organisation derrière une habitude clé sur laquelle on va transformer, on va embarquer l'ensemble des collaborateurs. Alors finalement, Jean Brand, comment tu t'y es pris, toi, pour mener cette transformation concrètement? J'ai commencé par demander de l'aide. Ah. J'ai demandé de l'aide au RH, à la com. Je me suis fait aider par des coachs, je me suis fait aider par beaucoup de formations. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il existe, avec l'Agile Manifesto, des bonnes sources d'explication de ce que c'est que l'Agile, avec des méthodes, des pratiques. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a largement adapté tout ce qui était proposé dans l'Agile Manifesto au contexte de Veolia, au contexte de l'informatique et au contexte de cette demande digitale. Voilà. Et puis après, troisième manière, c'est qu'on a pris beaucoup de temps. En fait, cette transformation, voire cette reconversion pour certains, c'est pas en semaine, c'est en mois, c'est en trimestre qu'il faut compter. Voilà. Du côté d'Elior? Alors je partage sur les temps longs, hein. Chez Elior, en fait, on a créé des équipes basées sur la stratégie, hein, donc c'était en particulier l'excellence opérationnelle et le développement du B2C. Et ces équipes, on les a voulues avec un format mixé entre des jeunes enthousiastes ou des profils early adopteurs et aussi des opérationnels référents, en fait, qui avaient une certaine autorité de compétence. Les deux ensemble sont à 80% de leur temps sur le terrain, dans nos restaurants, et ont un profil optimiste et enthousiaste, en fait. Et la synergie des deux crée une vraie adhésion du terrain et une vraie envie, en fait. Et ça, c'était un premier critère qui était très important. Ensuite, sur les grands projets de transformation ou digitaux, on s'est obligé à avoir des opérationnels, donc la personne qui est en face du client, notre client interne final, dès le début à la conception du projet, en fait. Puisque trop souvent, on a mis le client interne, celui qui était concerné par cette transformation, au moment des tests ou du pilotage. Et on a perdu un temps en termes d'adhésion, de référence, de champion absolu. Et là, on parcourt sur le pérenne, parce qu'elle est en long, on va aussi mettre en place tout un système de conduite de changement, formation, accompagnement. On reparle du bonheur au travail, de neurosciences, etc., sur des temps longs, pour accompagner toutes nos équipes dans cette transformation. Finalement, quelles ont été les difficultés ou quelles sont encore les difficultés que vous rencontrez, vous, en tant que promouvant de l'agilité, pour justement incuber cette agilité, si le mot est adapté? Alors, une très grosse difficulté que j'ai rencontrée, que j'ai toujours aujourd'hui, c'est, je vous ai parlé du product owner, c'est-à-dire celui qui est responsable du produit. Il est côté client, en fait. Il est dans l'entité que l'on va servir. Et c'est lui qui va définir les fonctionnalités de ce produit, du produit digital que l'on va développer. Alors, c'est bien d'avoir une équipe digitale, mais si le client ne fonctionne pas en mode digital, c'est très compliqué. Et donc, la mise en place de ce rôle product owner chez le client, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et qui prend du temps. Voilà. Une autre difficulté,
Alors là, c'est plutôt côté back-office, j'allais dire. C'est que, en fait, l'agilité fonctionne suivant une démarche de management qui est plutôt horizontale. Et donc, cette démarche qui consiste à donner de l'autorité, à donner de la responsabilité aux contributeurs individuels, elle met du temps, même quand les équipes grandissent. Il faut réinsuffler cette manière de travailler qui n'est pas naturelle. Je dirais que l'éducation par enfant, ce n'est pas une éducation collaborative. Hein. Et puis, le fonctionnement qu'on a dans la rue avec les institutions, ce n'est pas un fonctionnement collaboratif non plus. Raphaël, de ton côté ? Oui, alors, c'est vrai que l'avantage de cette équipe agile qui a été mise en place, c'est qu'elle est connectée directement avec la direction, ce qui nous permet d'avoir des remontées d'informations immédiates. Malgré tout, la restauration, culturellement, est une culture totalement verticale. Aujourd'hui, employé de restauration, commis, second, chef de cuisine, chef de production, chef de restaurant, directeur de restaurant, voilà. Et donc aujourd'hui, c'est cette verticalité qui est compliquée, au-delà de la structure même de cette hiérarchie et de cette autorité. On a aussi l'histoire du groupe qui est rachat, externalisation et donc décentralisation énorme, qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de travailler en matriciel, regrouper, travailler de façon horizontale. Et c'est vrai que la verticalité a tendance régulièrement à refaire surface. Donc il faut régulièrement travailler sur ce point-là. Dans notre étude, ce fameux baromètre dont je parlais à l'instant, on a aussi un deuxième résultat qui nous a vraiment impacté. On a posé la question aux managers en leur posant la question de savoir si la transformation digitale changeait leur mode de management, changeait leur manière de faire justement. Alors 60% nous ont dit oui, alors là c'est la bonne nouvelle. En revanche, ils nous ont dit d'ailleurs dans leur réponse, ils nous ont dit ça nous apprend à être des chefs d'orchestre. Alors on a creusé, on a dit mais qu'est-ce que vous entendez par chef d'orchestre ? Alors là les résultats sont un peu plus mitigés. 42% d'entre eux disent chef d'orchestre, c'est de prendre des bonnes décisions, bon, c'est de centraliser la décision, bon, c'est d'être maître et chef de mes décisions. Donc des termes qui nous ont quand même interpellés. On se dit qu'on a encore une fois beaucoup de travail. Et en revanche, sur être au service de ses équipes, être coach, être dans cette horizontalité dont tu parlais à l'instant, ça arrive, je dirais, aux alentours de 3-2%. Donc, est-ce que vous, justement, en tant que manager, et par rapport à vos positions aujourd'hui, vous avez dû changer votre manière de faire ? Donc, est-ce que ça vous a impacté ? Et surtout, qu'est-ce que vous avez dû changer dans votre manière de manager ? Alors, je dirais qu'une transformation bien ordonnée commence par soi. Moi, j'étais un directeur opérationnel, je gérais l'équivalent d'une usine avec 300 personnes. Costume gris, cravate, avec des directeurs, des managers, des team leaders, une palanquée d'experts techniques. Un management vertical, commande, contrôle, militaire, limite, puisque très opérationnel, en 24/7, toujours joignable. Ça ne fonctionne pas du tout en agile. Donc, en fait, plus qu'une transformation, je me suis reconverti. J'ai changé carrément de métier. Je suis devenu aujourd'hui beaucoup plus un coach. Et on ne m'appelle plus boss, on m'appelle coach. Et quand je vais en meeting, je porte ma casquette. Alors, je suis rarement habillé comme ça, un peu plus cool. Et aujourd'hui, en fait, je fonctionne avec un mode de responsabilité qui s'est horizontalisé. Je suis l'unique manager, 80 personnes qui travaillent ensemble. Et on ne me demande pas ce qu'on doit faire, on travaille avec moi en objectif. Alors, je module un peu. Je ne suis pas coach 100% de mon temps, parce qu'à un moment donné, il faut recruter, il faut évaluer, et il faut se séparer de personnel. Donc il y a des moments où je suis directeur, il y a des moments où je suis coach, puis il y a des moments où je suis un menteur ou technique, ou un menteur sur beaucoup plus les attitudes et les postures. Est-ce que tu t'es fait aider ? Parce que pour passer de cette posture... pour passer à une posture de coach, justement, de mentor ? Alors, justement, ce que je disais tout à l'heure, il faut de l'aide. Il faut de l'aide parce qu'on ne peut pas se reconvertir. D'abord, sans un sponsoring très très fort, donc de Jean-Christophe Lessy et du CTO Group Hervé Dumas, qui me soutiennent parce que quand on a une équipe qui fonctionne comme ça et que les autres équipes continuent de fonctionner en vertical, c'est un peu compliqué. Puis je me suis fait aider par des coachs externes, notamment sur la culture de la mesure ou sur les pratiques agiles comme Scrum et ainsi de suite. D'accord. Raphaël, toi ? Oui, alors même chose, j'ai un parcours très opérationnel en termes de management de restaurant large, on va dire.
donc avec des grosses équipes, etc. C'est vrai que la phase de transformation, alors c'est vrai que la connaissance du métier aide jusqu'aux opérations, mais le début était difficile parce qu'on passe de temps très court, d'objectifs très précis, de mesures très précises, à des temps où il n'y a pas de mesures, des temps longs, parce qu'on est sur des changements qui peuvent prendre des mois, des trimestres, voire des semestres ou des années. Et donc ça a été une période d'adaptation qui a été compliquée. Et c'est vrai que l'alignement hiérarchique, pour là, est très important dans ce souhait de transformation et de pérennité, en fait. Donc voilà. Il y a une phrase que j'aime bien, tu dis il faut être un traducteur d'agilité. Est-ce que c'est... La phrase principale pour moi, c'est parler le même langage que le terrain, en fait. Et donc effectivement, à tout niveau, il faut que tout le monde puisse comprendre. Il y a toujours un mixte entre la bienveillance et l'exigence. Cet équilibre qui est fondamental entre la bienveillance et l'exigence, mais c'est surtout aujourd'hui le terrain qui compte. Je veux dire, ce sont les hommes. On a beau avoir de bonnes idées, de bonnes réflexions, etc. La seule chose qui compte, c'est à un moment donné le terrain pour le terrain. Et donc, il faut savoir leur parler, il faut savoir une certaine empathie d'ailleurs. Et c'est eux qui font le changement en fait. Et c'est ça la clé pour moi. Est-ce que tu t'es fait aider justement dans cette posture de coach ou pour devenir ce traducteur d'agilité ? Le principal, c'est que dans cette transformation, tout le monde soit convaincu, du haut jusqu'en bas. Et donc oui, on a été accompagné justement au niveau du comité de direction pour que tout le monde porte ce sujet de transformation, d'adhésion, et puis de notion de comment emmener le terrain, qui est la clé pour accélérer, pour que la courbe de deuil se raccourcisse, et que tout le monde soit engagé sur le terrain, et que tout le monde aille sur le terrain. Justement, question, comment vous avez embarqué votre codir justement sur cette transformation ? Vous êtes allé les voir avec un plan est-ce qu'il y a des secrets ? Est-ce qu'il y a une boîte secrète justement parce qu'on sait très bien que la transformation, on dit à l'exemplarité, et il faut effectivement que son comité de direction soit embarqué et y croit. Et cette vision justement, ça a été facile pour vous ? Alors il l'avait, de ce que j'ai compris, Jean-Van. Mais est-ce qu'il y a d'autres recettes ? Alors pour ma part, il y a 2 ans, on a présenté ce plan et on a présenté cette rupture de mode de management. Mais j'avais cette chance d'être complètement supporté, sponsorisé par le CTO et le CIO Group. Donc j'ai présenté ce plan. Ils en étaient les sponsors officiels à l'extérieur, donc au niveau du CODIR, Veolia, et donc ça s'est très bien passé, oui. Pour toi, Raphaël, ça a été aussi simple ? Oui, en fait, on a énormément travaillé autour du projet qu'on appelle le meilleur des leaders entreprises. Et donc on a fédéré avec une vraie culture projet autour de cette stratégie et qui a nommé des sponsors. Chaque membre du CODIR était sponsor d'un projet, a mené les équipes, était obligé de mettre des gens du terrain, des responsables d'unité. Et donc voilà, l'idée, ça a été vraiment de fédérer autour d'une culture projet, de responsabilité et d'accessibilité au terrain. D'accord. Finalement, si vous aviez un conseil à donner aux personnes qui sont dans la salle, quel serait le conseil en question ? Alors, moi, j'en ai plusieurs. Le tout premier conseil, c'est suivez votre trace. Écoutez, inspirez-vous, mais suivez votre trace, c'est-à-dire apprenez par vous-même. Chaque aventure est différente et c'est votre aventure qui va vous faire apprendre ce que c'est que l'agilité, ce que c'est que le digital et comment vous pouvez le faire. Mais il y a beaucoup à apprendre à suivre sa trace. Le deuxième, je l'ai déjà dit, mais je le redis, le sponsoring est très important parce que dans un grand groupe, alors, la Digital Factory, elle était essentiellement sur la dimension, on va dire, informatique. Même si elle rentre dans les business units, il faut absolument un sponsoring parce que c'est pas tout Veolia qui bascule en mode agile, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc il y a des endroits où il faut échanger entre une culture classique et une culture agile. Donc il faut du sponsoring. Et le troisième conseil, c'était ces équipes, elles grandissent très vite et elles grandissent avec des générations très différentes. Et en fait, les générations, alors plus de 50 ans, je peux le dire, ne fonctionnent pas de la même manière en regard des principes de l'agilité. Petite anecdote, j'ai une squad qui est relativement jeune là, qui me demandait, Jean-Van, est-ce qu'on peut commander une quinzaine de calendriers de l'Avent ? Ça, c'est du happiness. Voilà. On va jouer avec. D'accord. Raphaël ? Oui, je dirais simplement, il faut accepter et faire comprendre et faire accepter aussi les temps longs. Tout ne se fait pas en quelques secondes.
Et ça, il faut que tout le monde l'accepte, quel que soit le niveau et le temps à prendre. La courbe de deuil, on ne peut pas la couper en deux. Je pense que ça amènerait pas beaucoup de réussite. L'autre chose, c'est par le terrain. Nos champions sont sur le terrain, les bonnes idées sont là. C'est eux qui nous expliquent comment parler, comment traduire. On a des champions et donc il faut miser sur ces personnes et ça en fait la réussite de nos projets. Et beaucoup de persévérance, voilà. Beaucoup de persévérance. Peut-être que moi je rajouterais aussi par rapport à ces transformations, parce qu'on a changé d'accompagner, c'est la capacité de travailler tous ensemble. Alors tout à l'heure en introduction, j'ai vu effectivement que la transformation peut se passer si les managers, les RH et le CDO travaillent ensemble. Je pense que c'est tous les services de l'entreprise. Aujourd'hui, peu importe, on nous pose souvent la question, mais qui doit porter cette transformation? Est-ce que c'est les HR? Est-ce que c'est la com? Est-ce que c'est monsieur CDO ou madame CDO? Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est peu importe le service, à condition qu'il y ait effectivement une circularité de l'information, une circularité de travail ensemble. C'est-à-dire que tous les services doivent être au service du projet de transformation et évidemment sponsorisés. Et ça, c'est un point souvent où on s'aperçoit que différents chantiers sont lancés dans l'entreprise sans corrélation et sans coordination. Si bien qu'à un moment donné, quand on essaie de remettre toutes les pièces du puzzle ensemble, ça devient plus compliqué. Donc là, effectivement, il faut faire preuve de patience, de persévérance et ainsi de suite. Donc voilà, ça serait peut-être notre regard, en tous les cas, en tant que Julie Starwen. On a été très efficace parce qu'on est à 3 minutes du temps du fin de parole. Est-ce que vous voulez, dans la salle, poser une question à nos invités, donc à Raphaël Campion et Jean Brand? Est-ce que on peut prendre une question, 2 questions? Alors c'est toujours le... Ouais. Bonjour, vous avez parlé du fait que vous étiez manager de 80 personnes ou de coach de 80 personnes. Concrètement, ça fonctionne comment ? Concrètement, ça fonctionne comment? C'est-à-dire que hiérarchiquement, je suis le seul manager. On a découpé ça en 4 squads qui sont orientés en fonction de plateformes et de services. On travaille beaucoup avec Google et Amazon, mais on fait du collaboratif, on fait de la migration dans le cloud et on développe surtout des produits métiers avec ces fameuses business units dont je parlais tout à l'heure, au travers d'une jonction qui se fait avec le product owner. J'ai des rites qui sont en place. Typiquement, je réunis toute mon équipe toutes les semaines pendant 30 minutes. La plupart du temps, ils sont debout, donc c'est assez dynamique. On pose des questions sur n'importe quel sujet. Ça peut être un problème de climatisation, ça peut être n'importe quoi. C'est assez direct. Encore une fois, je vous dis, je me mets ma casquette et puis on avance. La plupart du temps, en fait, ce que je fais, c'est que je présente les résultats, les travaux des uns et des autres pour que tout le monde à l'intérieur de l'équipe sache qui travaille sur quoi ou quelles sont les réalisations. On travaille avec des visual management board, donc les 4 squads. Tous les matins, il y a tous les matins ou à midi, il y a un quart d'heure et puis chacun passe devant et présente son avancement. Donc j'ai des squad leaders qui sont des référents parce qu'ils sont techniquement ils ont la bonne attitude et c'est eux qui emmènent les squads. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? On mélange des internes et des externes, on n'a pas de difficulté. On travaille aussi avec des coachs qui nous aident sur un certain nombre de sujets. Je vous ai dit qu'à côté de l'agilité, il y a aussi d'autres sujets qui sont très très importants comme, moi je cite la mesure. Ça imprime une autre manière de fonctionner de manière continue. Et puis le FinOps aujourd'hui, puisqu'on est sur des technologies pay as you go, donc on peut facilement dépenser des milliers et des cents. Et donc c'est pas moi qui vais contrôler, c'est le contributeur individuel. Ce qui change fondamentalement dans mon mode de fonctionnement aujourd'hui, c'est que la responsabilité, l'autorité, elle tombe sur le contributeur individuel. Donc je ne mets plus en place des process où il y a un responsable de process qui va faire la sécurité. Non, tout le monde est responsable de la sécurité. Et je peux vous en parler. Moi, je suis certifié ITIL depuis 1996. J'ai arrêté ITIL. Par contre, j'ai basculé sur l'agilité parce que ça répond beaucoup plus à ce mode de fonctionnement de responsabilité horizontale, collaborative. Et ils sont très contents. On fera la deuxième question. La personne, on va vous la poser à la pause parce qu'il faut qu'on avance. Merci beaucoup, en Merci tout cas, beaucoup. messieurs, pour ce témoignage. Et n'hésitez pas